M. Boubacar Algassimou Diallo, journaliste, il a dit ceci: « Je regardais par les persiennes et apercevais les gendarmes habillés en t-shirt noir et en treillis. À partir de l'université, j'entendais des coups de feu. Je voyais des jeunes gens nus, nu-pieds, affolés, qui se sauvaient. Nous nous suivions jusqu'en bordure de mer. La marée était haute. Je voyais des gens en meute, près d'une vingtaine, habillés en t-shirt bleu ciel, couleur Chelsea, armés de gourdins et de tiges pointues, qui arrivaient. J'avais eu la vie sauve grâce à un coiffeur qui me tirait, me faisait asseoir et se mettait à me coiffer malgré que je l'étais déjà. Et il disait aux assaillants que je m'y trouvais depuis longtemps et que je n'étais pas manifestant. Ces assaillants continuaient vers la plage. Monsieur Mohamed Cherif Bari, mécanicien, domicilié à Ansoumania, Monsieur le Président, honorables assesseurs, disait le 28 septembre 2009, je me trouvais dans mon garage, si équipé, en train de travailler avec mes enfants. Aux environs de 14 heures, un de mes enfants, du nom de Kerno Mamoudou Bari, âgé de 16 à 17 ans, se rendait chez moi pour chercher notre manger. Sur le chemin du retour, alors qu'il était dans sa tenue de mécanicien, portant le bol de riz sur la tête, il recevait 8 balles dans la poitrine, tirées par les militaires qui se baladaient dans le quartier. Il en mourait aussitôt. Et lorsque j'arrivais sur les lieux, je constatais cette scène macabre. Je ramassais 2 étuis de balles. Jusqu'ici, il retient encore les numéros. Il dit 101 et 108. Et les bols vides qui contenaient notre repas. En notre arrivée à Komandaya, malgré que notre véhicule était estampillé aux couleurs et signes distinctifs de la Croix-Rouge, un militaire portant des gris-gris se détachait de son groupe pour tirer carrément sur le pneu qui se crevait. À notre arrivée à la morgue de Donka, je voyais ce que je ne souhaiterais plus revoir dans ma vie, car il y avait beaucoup de corps superposés. Le sang humain se déversait dans mes chaussures. Les militaires nous faisaient quitter. Un premier camion militaire arrivait dans lequel les militaires embarquaient des corps jusqu'au remplissage, en présence du ministre de la Santé qui détenait 2 téléphones. C'est lorsque le deuxième camion prenait position que je quittais les lieux dans un état de consternation totale pour rentrer à la maison en compagnie du blanc de la Croix-Rouge qui me consolait et me donnait des produits pharmaceutiques. Je continuais à faire des cauchemars, je n'arrivais pas à dormir. J'avais été cependant plus ou moins calmé lorsque mon voisin, dont je vais taire le nom, avait été enlevé avec sa femme pour être envoyé au cas Alpha Yaya Diallo, où ils avaient été torturés. Ils ne pouvaient ni parler, ni manger, ni se lever. Ce voisin me disait que ce qu'il avait subi avec sa femme, il ne pouvait le souhaiter à personne et qu'il allait mourir. Et effectivement, aujourd'hui, Monsieur le Président, tous les 2 sont morts. Et le monsieur et sa femme, qui avaient été transportés au camp Alpha Yaya pour être torturés, tous les 2 sont morts. Il continue le jour de la restitution des corps. Je me rendais à la mosquée Faisal dans l'espoir de retrouver le corps de mon enfant. Malheureusement, je ne l'ai jamais revu. Colonel Gabriel Tamba Gabriel Diawara, un grand officier. Un officier qui était compris sur la liste des 23 gendarmes qui avaient été affectés au service antidrogue. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu ce qui s'y passait, il a rebroussé chemin. Il n'a pas accepté de travailler au service antidrogue. Et il a été cité par qui? Par l'aide des accusés. Colonel Ibrahim Kamara Kalonzo. Il est venu ici, Monsieur le Président. Peut-être le colonel pensait qu'il allait venir dire ici, effectivement, à la date du 6 novembre, il était encore au PM3, mais Gabriel est venu dire ici que lui, au moment où il prenait service, colonel Kalonzo n'y était plus. Et que c'est lui d'ailleurs qui s'est battu pour qu'il y ait une réconciliation entre lui et son chef. Donc il a apporté un démenti formel
par rapport à la présence de Kalozo à la date du 6 novembre. Et ce qui est d'ailleurs confirmé, Monsieur le Président, parce que ça nous a encore réconforté, parce qu'on s'est dit que capitaine Sori Kondé, qui est venu ici, au cours de sa déposition de témoins, il dit que le 28 septembre, Kalozo était leur chef d'équipe. Quand il est arrivé ici, peut-être il a compris la gravité de ses agissements, il s'est ravisé pour dire que non, je me suis trompé, alors que les déclarations qu'il a eu à tenir devant un magistrat instructeur, Monsieur le Président, ces déclarations-là, bien sûr, nous les avons crues. Et voici ce qu'on a pu dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, par rapport à l'administration des preuves. Les preuves, oui, il y en a. Il y en a au dossier, Monsieur le Président, et c'est sur la base de ces preuves-là que vous allez fonder votre décision. À présent, on va aborder un sujet qui fâche, mais qui pourtant, on doit en parler, c'est la requalification, Monsieur le Président. La fois dernière, on a effleuré un peu, on en a parlé, mais pas tellement. Aujourd'hui, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous nous donnez l'occasion d'en parler de long en large. Et à la fin, vous comprendrez, Monsieur le Président, et même les plus sceptiques comprendront qu'il y a nécessité à procéder à une requalification, parce que les faits qui sont portés devant vous méritent une appellation adéquate. Monsieur le Président, ces faits méritent d'être requalifiés en crime contre l'humanité et en responsabilité du supérieur hiérarchique. À la date donc du 4 mars 2024, on a soulevé la question ici. On vous a demandé, Monsieur le Président, de procéder à la requalification des faits qui sont poursuivis, de les requalifier en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195 et suivants du Code pénal 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du Statut de Rome, qui d'ailleurs a été ratifié par la Guinée depuis le 14 juillet 2003. Monsieur le Président, on vous a demandé de procéder à la requalification et vous avez décidé, après les différentes répliques, vous avez décidé de joindre cette question au fond pour qu'à travers une seule décision, vous puissiez justement trancher. Nos adversaires n'étaient pas contents. Ils ont exercé des recours au niveau de la Cour d'appel. Malheureusement, ils ont été déchus, comme pour dire qu'il faut qu'ils acceptent de revenir à la requalification. Monsieur le Président, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est une véritable plongée dans l'inhumanité. C'est une véritable plongée dans la décimation de l'espèce humaine. C'est de procéder, Monsieur le Président, à la suppression massive des âmes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des infractions qui sont très, très, très graves. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans toutes les instances internationales, on ne s'amuse pas avec cette infraction-là. Et vous remarquerez que pour la première fois qu'on en parle, c'était lors du procès. Il va en parler tout à l'heure. Un procès qui s'est tenu aux États-Unis. Mais la question surtout, on l'a davantage abordée au cours du procès de Nuremberg. Ils étaient au nombre de 22 accusés, Monsieur le Président, à comparaître devant le tribunal de Nuremberg. Sur les 22, un s'était suicidé. Les 12 ont été condamnés à la peine capitale. Et ces 12-là, Monsieur le Président, n'avaient jamais été sur le terrain, alors que ceux qui sont assis là, presque tous étaient au stade. Les 12 qui ont écopé la peine capitale n'ont pas été sur le terrain des opérations, mais ceux-là étaient sur le terrain.
Monsieur le Président, contre toute attente, après plusieurs mois de débats, le 1er mars 2024, une nouvelle réquisition aux fins de requalification tombe. C'est-à-dire que cette question de requalification est devenue comme un ping-pong, un ballon. Quand la partie civile tente, elle n'arrive pas, elle passe le relais au procureur. Ah Dieu, Monsieur le Président. Sinon, depuis longtemps, la partie civile est derrière cette affaire. Hein. Elle a tenté, elle a échoué. Le parquet a tenté, le parquet a échoué. Au beau milieu des débats, le parquet revient encore avec cette question. Et c'était le 1er mars. Et au cours des plaidoiries des parties civiles et des réquisitions du parquet, ces deux parties reviennent sur la même question et sollicitent mordicus la requalification des faits. Il se trouve que cette question de requalification, Monsieur le Président, comme dit plus haut, a déjà été évacuée, tranchée, boutée de ce dossier. Effectivement et irrévocablement, il y a chose jugée en la matière. Et l'article préliminaire, l'article 4 du Code de procédure pénale, l'article préliminaire alinéa 4, précise que toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine subie a été prescrite. Et l'article 2 du même code ajoute que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, il y a manifestement chose jugée dès lors que l'arrêt numéro 06 du 25/6/2019 rendu par la Chambre pénale de la Cour suprême a définitivement tranché la question de requalification, la fameuse question de requalification qui ne vise qu'un seul but, faire en sorte que des innocents soient condamnés. Comme on n'a eu aucune preuve contre eux, il faut passer par ce stratagème pour pouvoir obtenir leur condamnation. Sinon, aucun fait matériel n'a été établi à leur encontre. Et c'est justement cet arrêt définitif qui a permis effectivement la tenue de l'audience. Ensuite, Monsieur le Président, la question de requalification mérite d'être rejetée en application du principe de la légalité des crimes et des délits. Les latins diront « ni l'homme crimen, ni l'homme poena, sine legem ». Ce principe, c'est un principe fondamental du droit pénal, également rappelé par l'article 5 du Code pénal, qui dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. La loi qui efface la nature punissable d'un fait ou qui allège une peine a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours, ainsi que l'exécution de la peine. La loi qui allège une peine s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée. La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point d'effet rétroactif. C'est très clair. C'est très très clair. Pourquoi on veut passer à côté? Pourquoi coûte que coûte on veut passer à côté? Pourquoi coûte que coûte on veut nous faire admettre dans cette salle? Pourquoi coûte que coûte on veut induire le tribunal en erreur? Mais vous ne vous laisserez pas faire. Ça, j'en suis convaincu. Et j'en suis persuadé que vous n'allez pas vous laisser faire. Messieurs les assesseurs, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, j'ai cette certitude. Monsieur le Président, quoiqu'ayant ratifié le statut de Rome, bien avant les événements du 28 septembre 2009,
la Guinée a internalisé les incriminations relevant de la compétence de la Cour pénale internationale 7 ans après la commission des faits poursuivis devant le tribunal criminel de Dixine dont vous avez la charge de présider. Le code pénal de 2016 étant une loi de fond, il ne saurait raisonnablement rétroagir, Monsieur le Président, sur les faits antérieurs à son entrée en vigueur, comme d'ailleurs indiqué à l'article 6 et 7 du Code pénal qui dispose que sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la loi pénale, à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ont fait l'objet d'une condamnation passée en faute jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois de compétence et d'organisation judiciaire tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines. Toutefois, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères. Elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Monsieur le Président, la loi est très claire. Pourquoi on veut passer à côté? Pourquoi on veut sacrifier les innocents? Pourquoi on veut coûte que coûte obtenir des condamnations qui ne reposent sur aucune base légale? Les articles 6 et 7 sont clairs, très clairs, comme l'eau de roche, Monsieur le Président. Pourquoi par des gymnastiques juridiques on veut vous induire en erreur, Monsieur le Président? Notre souhait est que vous rendiez une décision et dormez tranquillement. La loi expressis verbis dit que les lois de compétence, par exemple, qui sont des lois de forme, des lois de procédure, s'appliquent immédiatement. Un exemple. Le code pénal, le nouveau code pénal date de 2016. Monsieur le Président, notre enfance est dans un passé très récent. C'est la cour d'assises qui jugeait les crimes. Évidemment, ils étaient habillés en rouge. Mais oh là là, c'était cérémonial, hein? C'était solennel. Quand on organisait, on disait c'est la cour d'assises, c'était solennel, mais aussi, on n'envoyait pas n'importe qui devant la cour d'assises parce qu'il y avait un filtrage. Hein? Quand le juge d'instruction finit, la chambre d'instruction à l'époque, ou la chambre de mise en accusation, voilà, c'est le nom. On a un peu tourné notre bosse. Hein? La chambre de mise en accusation filtre, enlève les impuretés. C'est pourquoi on dit que l'arrêt de la chambre d'accusation purge les nullités. Cette chambre ne laissait pas, comme en ce cas, hein, quelqu'un qui vous dit hey, j'ai tel comme témoin, on ne l'appelle pas. C'est pourquoi j'ai dit que vos prédécesseurs ont bien travaillé. Bon, à leur temps aussi, il y avait mais il y avait l'espoir, il y avait des garanties. Donc en ce moment, la cour d'assises ne relève pas, les crimes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de première instance, comme maintenant. Mais c'est la cour d'appel les présidents de la cour d'appel qui formaient la formation du jugement de la cour d'assises. Autrement dit, les crimes relevaient de la compétence de la cour d'appel. Bon, je peux me tromper, mais c'était comme ça. Et la décision qui intervient, les aînés sont là, hein, il n'y a que des aînés qui sont sur le banc. C'est une décision qui ne peut être frappée que d'un pourvoi en cassation. Je crois que c'est à la faveur des grandes réformes du ministre Cheikh Sako que je salue de passage, que je félicite
pour tout ce qu'il a fait pour la justice guinéenne, qui a été un ministre exemplaire. Et c'est lui qui a mené ces réformes, Monsieur le Président. Et à la suite de ces réformes, désormais, les tribunaux de première instance connaissent des crimes, avec possibilité d'appel devant la chambre des appels criminels de la Cour d'appel, si c'est encore l'appellation. Donc, c'est que la première organisation ne tenait pas compte du principe du double degré de juridiction, mais la seconde, maintenant, tient compte du principe du double degré de juridiction. C'est encore une garantie donnée à un accusé de se défendre devant deux juridictions avant de se retrouver devant la Cour suprême. Et cette loi-là, dès qu'elle a été votée en 2016, immédiatement, elle a commencé à s'appliquer. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes devant vous. Ça, c'est une loi de procédure. Mais une loi pénale sévère, qui est antérieure à la rentrée en vigueur d'une nouvelle loi. Et la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne loi. Mais elle s'écarte. Ça, c'est automatique en droit. Donc, Monsieur le Président, sous le bénéfice de tout ce qui précède, je sais que la question fera l'objet de débats par mes éminents confrères qui vont me succéder. Et il vous plaira de rejeter purement et simplement cette question de déqualification. C'est un piège, c'est un danger, Monsieur le Président. Cette question-là est réglée. Il vous plaira de ne plus en tenir compte.